sommes dimanche 10 août, bienvenue pour un point de l'actualité sur la télévision Labari et à commencer par le sommaire. La ville de Difa dans le noir, des robinets qui manquent d'eau et l'économie locale qui en pâtit. Face à ce drame rampant, la société civile de la ville se mobilise et donne de la voix. Vous l'entendrez dans ce journal. Premières élections présidentielles au suffrage universel en Turquie en ce dimanche. Aux dernières nouvelles, l'actuel Premier ministre Recep Tayyip Erdogan est passé dès au premier tour. Les détails et un invité avec nous en plateau, l'honorable député Haïdara Ahmad, membre du bureau politique national, venu nous parler du Conseil national et où est-ce qu'on en est maintenant. Honorable, bonsoir, bienvenue et à tout à l'heure. Bonsoir, monsieur Alassane. À l'entame de ce journal, cap sur la ville de Difa où l'heure n'est pas à la joie, loin s'en faut. La ville est dans le noir, l'eau manque au robinet, l'économie en prend des coups et la société civile locale de Guerlas crie sa colère. Hassan Saleh Mustafa a joint ce matin un des membres de cette société civile. C'était téléphone, mais c'est perceptible, il écumait de rage. Nous l'écoutons. En tout cas, ça fait 2 ou 3 ans qu'on souffre de problèmes d'électricité. Jusque-là, il n'y a pas de solution. Nous, de notre côté, au niveau de la société civile, on suit pour regarder qu'est-ce que nos élus vont faire. Donc, parce qu'avec le mouvement des DIFA, ça fait partie de nos points de revendication et le Premier ministre nous dit que ça sera réglé, mais il ne va pas nous préciser que c'est à court terme. Ce qui a fait l'objet d'une rencontre avec le DR de la Nigélec et les organisations de la société civile. Donc, du coup, on a compris que les choses ont dépassé les compétences de la région, raison pour laquelle ce dernier a entrepris des entretiens avec le directeur régional de la Nigélec. Au juste, c'est quoi le problème? Le problème, c'est à quel niveau la rupture de la subvention en énergie? Vous savez, nous, on profite de l'électricité qui vient directement du Nigeria, du NEPA. Donc maintenant, le problème, c'est quoi? NEPA ne peut pas nous donner l'électricité parce que Boko Haram ont fait tomber un certain nombre de poteaux qui alimentent Difa à partir de Maiduguri. Et puis, actuellement, l'armée nigérienne ne peut pas conduire les techniciens de la Nigélec pour aller réparer ce problème de la Nigélec. Ce qui fait que Difa, aujourd'hui, est dans l'obscurité. Parallèlement, encore, on a 3 groupes ici à Difa et le plus grand groupe s'est arrêté la semaine passée. Donc, c'est pourquoi on s'est interpellé, nous-mêmes, les sociétés civiles, pour dire que vraiment trop c'est trop, il faut qu'on arrête ça. Difa mérite d'être électrifié. D'abord, sachez bien que Difa est la région la plus fragile aujourd'hui au Niger, c'est Difa. Et si on va nous laisser dans l'obscurité, trop de pertes, il y a des coins qui méritent vraiment d'électrifier, même pour la question de sécurité. Donc, les activités économiques tournent aussi au ralenti là-bas à Difa? Je suis désolé, tous ceux qui dépendent d'électricité, aujourd'hui, ils souffrent. Et on reconnaît que dès qu'il y a coupure d'électricité, c'est immédiat, il y a coupure d'eau. La Chine aussi est de nous donner de l'eau en quantité suffisante. Il y a des quartiers de Difa, par exemple, comme Festival, qui ont fait 2 mois, le robinet n'a jamais fonctionné. Ils achètent chaque jour, un père de famille qui achète l'eau, un bidon coûté 50 francs, qui fait 15 naira. Donc aujourd'hui, avec les délestages, avec les baisses de tension, ils sont en train de griller des réfrigérateurs. Tu vas voir que c'est un endroit électrifié, mais ils ne peuvent pas démarrer une machine, un moulin. Un vrai calvaire. La pluie qui tombe, un vrai bonheur au Sahel. Elle y est même célébrée, vous le savez, mais à une condition à Niamey, ne pas mettre le nez dehors. Niamey, après une pluie, en effet, offre un paysage désolant et tout aussi vexant de rues, de routes et de maisons qui baignent dans des eaux boueuses. Notre reporter Nasser Dantoufo en a fait l'amère expérience et rapporte. La saison de pluie à Niamey rime chaque année avec le sempiternel problème d'évacuation d'eau de pluie sur certaines artères. À l'exemple du tronçon passant derrière le Kogar, le pavé d'Arsalam et le tronçon Kambassora, marché de bétail de Talaye, pour ne citer que cela. Insuffisance ou manque de caniveau, en tout cas, les usagers ont du mal à circuler à Niamey en cette période. C'est très pénible. Après une pluie, on ne peut pas même circuler sur une moto. C'est un problème. Après partir dans un véhicule. La pluie, ça fait du bien, mais pour nous qui circulons là, vraiment, c'est tout un calvaire. Franchement, c'est un calvaire. Après les pluies,
En tout cas, il y a certaines routes quand même qui sont inondées. En tout cas, il y a plein c'est presque une mare, hein. Les gens arrivent difficilement à passer. Ne serait-ce que ce matin, quand je venais, j'étais obligé de bifurquer pour reprendre une autre voie pour pouvoir arriver à destination, quoi. Décongestionner la circulation ou embellir la ville est important pour une capitale, mais des travaux doivent être effectués en amont pour une bonne mobilité de la population. Au lieu de faire des échangeurs, mettre des milliards à faire des échangeurs, les sont paisibles. Il faut venir les faire des caniveaux. Les quartiers périphériques à Niamey, on n'a pas de voies, on n'a pas de caniveaux. Vraiment, le gouvernement doit faire vraiment une bonne politique là-dessus. L'appel à l'entrée, c'est qu'on nous arrange les routes quand même. Une ville comme Niamey, tu ne peux pas quitter chez toi sans te mettre tremper les pieds dans l'eau. Ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça. Tous les Nigériens cherchent quand même que la ville de Niamey soit une bonne ville, hein, où vraiment il se fait bon de circuler. Surtout les zones très pratiquées. Hein. Ne serait-ce que dans cette zone, la zone, le centre-ville, quoi. Vraiment, il faut que les autorités municipales fassent le maximum pour que les populations puissent circuler après la pluie. Immédiatement après et pendant la pluie, les gens ont énormément de problèmes. Les autorités municipales en cette période de pluie doivent mettre les moyens nécessaires pour au moins curer les caniveaux existants. Nous en venons à présent à notre invité du jour, Haïdara Ahmed, membre du bureau politique national du MNSD. Honorable député, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Et votre conseil national tenu le 2 août dernier à Zender a été déclaré nul et de nul effet. Je cite Alouadé Abouba qui dit que les juges de référé de Niamey et de Zender se sont déclarés incompétents. Que répondez-vous à cela? Oui, ça fait partie des contre-vérités qui, hélas, sont dites à longueur de journaux et des plateaux de télévision. En réalité, nous détenons une ordonnance de référé numéro 168/14 du 1er août 2014 par laquelle le juge de Niamey a dit qu'il ne peut pas prendre la décision d'ordonner les sursis à la tenue du Conseil national du MNSD Nassara. Et nous, fort de cette ordonnance du juge de Niamey, nous avons dit que rien ne s'opposait du point de vue légal à la tenue de notre Conseil national. Mais, à la lumière de l'intervention sur les plateaux de Télé Sahel du ministre de l'Intérieur, nous avons compris qu'il y a une grave méprise ou une grave incompréhension des textes de la part de ceux qui nous dirigent. Le ministre de l'Intérieur a cru devoir dire que la tenue de ce Conseil national est illégale. Ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de décider de la légalité d'une réunion des partis politiques. C'est au juge de le dire. Et le juge qui a été saisi à cet effet a refusé d'ordonner le sursis à la réunion du Conseil national. Donc, de ce point de vue, nous ne pouvons pas accepter que un responsable administratif, sur saisine du ministre de l'Intérieur, fasse obstacle à la tenue régulière d'une réunion des partis politiques. Ça, c'est des actions que nous n'avons jamais vues, même en régime d'exception. Et vous voyez que la 7e République, les dirigeants de la 7e République ont osé franchir le Rubicon. Parce que ce qui s'est passé à Zender est proprement scandaleux. Nous y avons été et nous avons vu que le gouverneur de Zender a utilisé tous les subterfuges, en utilisant notamment de façon abusive les forces de l'ordre pour faire en sorte que cette réunion ne se tienne pas, coûte que coûte, comme l'a demandé le ministre de l'Intérieur. Vous avez vu les conditions, nous avons rappelé dans notre déclaration. Ils sont partis déloger à 5h30 les délégations de Dosso et Tillabéri, qui se sont habillés pour certains dans la rue, ce qui est inadmissible. Ils ont pourchassé les femmes qui étaient commises pour la restauration, pour affamer les participants. Ce que nous avons vu à Zender procède ni plus ni moins que de la dictature. Nous n'avons pas vu un acte
d'un régime démocratique. Mais pardonnez-moi, vous avez tenu ce conseil tout de même. Fort de quoi? Fort du fait que vous êtes sous le couvert de la loi? Pour nous, l'ordonnance que je viens de vous citer nous autorise bel et bien à tenir notre conseil. Et le ministre de l'Intérieur ne peut pas décider que cette réunion est illégale alors que le juge n'a pas dit le contraire. Oui, mais au sein de votre parti même, honorable, il y a une elle Al-Badé, permettez que je le dise, dit qu'elle respecte, elle dit et redit qu'elle respecte ses engagements. Et que répondez-vous aussi à cela? Que c'est des engagements qu'elle respecte en lui. J'ai suivi dans leur déclaration effectivement qu'ils disent qu'ils respectent leurs engagements pris lors de la réunion du 25 juillet 2013. Mais ces engagements qu'ils ont pris avec le pouvoir en place, c'est des engagements intuitifs, pris intuitifs personnels. Pour nous, le seul engagement qui vaille, c'est l'engagement pris lors de la réunion du bureau politique national du 12 août 2013, à travers laquelle nous avons affirmé que les conditions que nous avions posées lors de la réunion du 25 juillet 2013 n'étant pas remplies, nous ne pouvions pas aller dans un gouvernement d'union nationale. Alors à partir de là, ceux qui l'ont fait intuitif personnel pour leurs intérêts personnels. Alors le seul respect, le seul engagement qui vaille, c'est celui du parti, vous voulez dire? C'est celui du parti, et le parti ne souffre d'aucune légitimité. Quand je vois qu'ils sont en train de chanter qu'il y a un problème de légitimité, le MNSD Nassara, jusqu'à preuve de contraire, a un président. Ce président, c'est M. Seynou Oumarou. Et de toutes les façons, quoi qu'on dise, la majorité des membres du bureau politique font confiance à M. Seynou Oumarou. Et c'est là leur problème, justement. Honorable, permettez que je vous rappelle une des phrases pendant le point de presse du ministre Al-Badé Al-Bouba. Il dit: je vous rappelle par ailleurs que le secrétaire général du parti que je suis, et de par les textes, la seule autorité, la haute autorité pour la préparation et l'organisation des réunions du Conseil national, et disent aussi du Conseil national, pardonnez-moi. Vous répondez quoi à cela? Il dit qu'il est la seule autorité à le faire. Je me demande de quel texte il tire cette affirmation. Mais il a bien dit, il dit qu'en tant que secrétaire général. Oui, effectivement, je suis vu qu'il l'a bien dit. Mais je me pose la question encore de savoir de quel texte il tire cela. Nous, les textes que nous avons entre les mains, je vous lis l'article 77 de nos statuts. Je vous en prie. Il dit que le bureau politique national est l'organe d'exécution du Conseil national et du Congrès. Il dirige les activités du parti. Il est sous la direction du président du parti. Le bureau politique national prépare et organise les sessions du Conseil national. Nulle part, il n'est dit que le secrétaire général a la haute autorité. Si l'on prend le règlement intérieur qui précise cette question-là, à l'article 65 du règlement intérieur, il est dit que le vice-président secondent le président du parti. Le président peut déléguer une partie de ses attributions à un ou plusieurs vice-présidents ou au SG. Oui, mais au regard de l'actualité de tout ce qui se dit toujours, on a l'impression qu'au MNSD Nassara, la deuxième personnalité c'est le SG. Ça se dit et vous ne l'avez pas démenti. Oui, je le constate et je trouve que c'est dommage. C'est dommage, c'est une usurpation. Je ne sais sur quelle base, en tout cas à l'état actuel de nos textes, le secrétaire général peut dire qu'il est le numéro 2 du parti. Comme je viens de vous le dire, dans notre parti, il y a le président du parti, il y a les vice-présidents qui sont les présidents des sections. Qui viennent avant le secrétaire général. Qui sont les présidents de préséance. Il n'y a pas d'ordre de préséance. Comme je vous l'ai dit, le président désigne qui il veut pour assurer l'intérim en cas d'absence. Donc, de ce point de vue-là, je ne vois pas d'où il tient cette affirmation en disant qu'il a la haute autorité pour l'organisation d'un conseil national. C'est complètement en dehors de la vérité. Oui, mais revenons. Le samedi dernier, il y a eu une première assignation et le juge a répondu. Puis il y a eu une autre. C'est un véritable imbroglio. Qu'est-ce qui se passe, honorable? Oui, il y a eu une première assignation le samedi. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un imbroglio. On est tenté de perdre son latin. Vous avez vu que
pour la même assignation, les mêmes juges prennent des décisions différentes. Nous sommes en train de nous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que pour l'instant, nous n'avons pas la teneur des deux décisions, mais je pense que ici, il faut qu'on se dise que la jurisprudence a une matière intéressante de ce point de vue-là. Parce que moi, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas, sans être juge, de ceux qui ne comprennent pas que pour la même assignation, les mêmes juges prennent des décisions. Nous attendons qu'on ait beaucoup d'informations là-dessus, et je pense qu'en temps opportun, nous allons explorer les voies de droit pour que tous les droits soient dits. Oui, nous allons poursuivre le journal pour vous permettre de souffler un peu, honorable. À l'échelle nationale, la pluie s'est installée, le pâturage est là et le sourire à nouveau visible chez les éleveurs. Mais que ce fut dur avant d'en arriver là, nous a confié le secrétaire exécutif de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN. Une longue sécheresse, beaucoup d'animaux périrent et beaucoup furent bradés par des propriétaires impuissants. Le reportage poignant de Souley Moumouni Barma. Activité pratiquée par la plupart des Nigériens, l'élevage est l'une des mamelles de l'économie du Niger. Malheureusement, ce secteur fait face à des difficultés ces dernières années dues au retard des pluies ou des déficits pluviométriques qui ont comme conséquence directe chez les éleveurs la perte du bétail dans les zones pastorales, comme c'est le cas pour cette année où les troupeaux ont vécu un véritable calvaire. En juin dernier, nous apprend l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN. À cette date, il faut dire qu'il y a une relative amélioration. Mais les jours et mois passés, les éleveurs ont connu une situation très difficile. Aujourd'hui, dans certaines zones, il y a des animaux qui ont été bradés à 2000 francs, 5000, 20 000. Beaucoup d'animaux sont morts, comprennent un peu vers Ader-Bissinat, le nord d'Akoro, Tawa, c'est des zones qui ont été excessivement et gravement atteintes. Et véritablement, on peut parler de perte d'animaux là-bas. Interpellés sur la question, les autorités nigériennes ont vite réagi à travers des mesures d'urgence. Le gouvernement, pour un début, quand a été alerté, a pu mobiliser les stocks de sécurité d'intrants qui sont stockés par exemple à Maradi et à Tawa. Donc ce premier lot est arrivé. La CCA a eu un financement de la DDC qui est mis en œuvre par l'AREN justement, où nous avons visé les régions de Difa et de Maradi, dans lesquelles on a apporté des intrants, mais aussi des céréales comme le mil pour les éleveurs. La situation pastorale en lien avec la situation climatique du Sahel qui va de mal en pis chaque année mérite des réflexions de la part des autorités nigériennes et les partenaires extérieurs. La préoccupation à l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger est grande. Nous sommes quand même dans un pays sahélien et être surpris par ce genre de phénomène nous surprend beaucoup parce que en tant que Sahéliens, nous devrons vivre avec ces aléas. Et je pense que le gouvernement, en rapport avec les partenaires d'aide au développement et les organisations, ne devrait plus jamais accepter d'être pris de court comme ça. Tout le monde sait que prévenir, c'est mieux que de guérir. La situation sécuritaire actuelle des pays voisins a également constitué une barrière pour nos éleveurs qui ne peuvent plus aller à la recherche du pâturage vers les zones qui leur servaient auparavant de refuge en période de soudure.
C'est un dimanche de sport et c'est tant mieux. La tradition dominicale a été respectée, me diriez-vous. Et c'est l'opérateur de téléphonie Orange Niger qui nous y entraîne à travers la phase éliminatoire de sa compétition Orange Street Football. Au bénéfice du football nigérien et de son rayonnement, cette initiative d'Orange Niger vise à détecter des jeunes talents dans toutes les communes du Niger. Michel Djedi et Aboubakar Souley nous en parlent. C'est le 7 juin dernier que l'édition 2014 de cette compétition a été officiellement lancée à Difa. Après avoir sillonné toutes les autres régions du pays, c'est Niamey qui a été choisi pour abriter l'étape des éliminatoires nationales de ce jeu. Il s'agit d'équipes de 4 joueurs qui s'affrontent autour de matchs de 20 minutes. Et le meilleur de ces équipes affrontera le MENA le 6 septembre. En plus, cette équipe aura le grand privilège d'accompagner le MENA au Maroc dans le cadre de la CAN 2015. Vous n'êtes pas sans savoir que Orange Niger est le sponsor officiel de la FENIFOOT. Donc à travers la FENIFOOT, notre équipe nationale, le MENA, nous aimerons faire la promotion un peu comme de ces jeunes qui sont amoureux du ballon rond. Et à la suite, qui sait, vous avez peut-être à côté de moi ou derrière moi des futures stars du MENA. Cette phase éliminatoire de Orange Street Football prendra fin le samedi 23 août prochain à Niamey. Revenons encore à notre invité, honorable Albadi Abouba, toujours, permettez que je le cite. Il dit il y a 12 badauds qui se sont réunis pour tenir ce conseil. Qu'est-ce que vous y répondez? D'abord, je lui laisse la responsabilité du qualificatif qu'il utilise. Je trouve simplement dommage que nos hommes politiques, lorsqu'ils sont en cours d'argument, utilisent des termes inconvénients. Mais je voudrais dire sur l'aspect nombre que s'il dit qu'il n'y a que 12 badauds, il a certainement un problème d'arithmétique à son niveau. Parce que la commission de vérification des mandats qui s'est réunie a constaté qu'il y a eu 734 participants sur les 839. Donc le quorum était largement atteint. De toutes les façons, lui-même, il ne croit pas à son affirmation parce qu'avec tout ce qu'ils ont déployé comme énergie pour attaquer les décisions du Conseil national, il sait très bien donc que le Conseil s'est tenu et que ce n'est pas 12 personnes qui l'ont tenu. Je suis désolé. Ils ont, semble-t-il, tenté de vous déloger de la salle du Conseil? Mais bien sûr, le Conseil national s'est tenu avec la présence d'un impressionnant nombre de policiers, de gendarmes et de gardes. Comme je vous l'ai dit, ils étaient décidés à faire en sorte que le Conseil national ne se tienne pas. Mais ce qui est rassurant, de Bilma à Ngorti, tous les militants qui sont membres du Conseil national se sont présentés. Et ils savent très bien qu'aujourd'hui, les militants du MNSD Nassara tiennent mordicus à leur parti. Ils ne peuvent pas jouer le jeu de ceux qui ont décidé de nous livrer mains et pieds liés au pouvoir en place. C'est ça que nous refusons. Aux dernières nouvelles, honorable, le juge a suspendu vos résolutions. Qu'est-ce que vous avez compris en cela? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Merci de me donner l'occasion de revenir là-dessus. À la première assignation, le juge avait dit que la requête était irrecevable. Absolument, oui. À la deuxième assignation maintenant, il prend une décision en disant qu'il suspend. Il suspend les résolutions. Mais il n'annule pas. Il dit qu'il suspend jusqu'à ce que la décision attendue le 3 septembre intervienne. Or, la décision à intervenir le 3 septembre n'est pas pendante chez lui à Zender. Elle est pendante où? La décision est pendante au tribunal de Niamey. Donc, c'est légitimement qu'on se pose la question. Mais là, qu'est-ce qui ne va pas pour la même affaire, il y ait des décisions. Et ça, il ne faut pas douter qu'à ce moment, les juges sont soumis à rudes épreuves. Le gouvernement, le pouvoir en place est en train de tout faire pour régenter la vie nationale de sorte que tout le monde soit mis au pas.
Et c'est ce que nous trouvons dommage, parce que des gens qui sont arrivés au pouvoir grâce à la démocratie, ils sont en train de poser des actes antidémocratiques. Vous avez parlé d'une dictature tout à l'heure, vous maintenez ce propos? Je maintiens tout à fait ce propos. J'ai dit que ce genre d'actes, c'est des actes qu'on retrouve dans les dictatures, bien sûr. Et j'ai été amusé de voir que le ministre de l'Intérieur disait qu'il était profondément démocrate. Moi, j'ai dit, on peut discuter là-dessus, on peut douter. Mais ce qui est certain, par contre, c'est qu'on ne discute pas, c'est qu'il est le produit de la démocratie. Et il doit faire attention à 2 fois avant de remettre en cause la démocratie et l'état du droit. Merci, honorable député Aïdara Ahmed. Merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Merci et restez avec nous pour la suite de ce journal. Avant la fin de ce journal, honorable, permettez que je vous pose une dernière question qui me tient beaucoup à cœur. Comment envisagez-vous l'avenir dans ce tumulte? Oui, avec beaucoup de sérénité, parce que nous avons la conviction que les mensonges ne sauraient prospérer, ni la tricherie. La vérité finit toujours par jaillir. Je voudrais dire que moi, je suis très touché par le fait que l'écrasante majorité des militants du MSD Nassara reste attachés à son parti. Et je voudrais dire également que même si on considère qu'au MNSD il y a un troupeau de militants, il faut que l'on sache que ce n'est pas le genre de troupeau que n'importe quel berger peut mener dans n'importe quelle direction. Merci, c'est la fin de ce journal. Merci de nous y avoir accompagnés. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.